Nous sommes dimanche 8 septembre. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Le vice-président de la République, Thiemoko Meliakone, qui est à Beijing depuis le début de la semaine dans le cadre du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine 2024, a eu une série d'échanges hier samedi avec le vice-président de la société Huawei et le président de Genertech International. On ira sur place en Chine en début de journal. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, après sa convention nationale, s'engage dans une action solidaire. Réunie à Dabou hier, les chrétiens de ce district se sont mobilisés autour du temple Bethesda, temple inachevé et pour lequel Robert Mambébegré est allé les soutenir dans ce culte de mobilisation de 150 millions de francs CFA. Chaque 8 septembre, à l'initiative de l'UNESCO, l'on célèbre la Journée internationale de l'alphabétisation, célébration qui a pour objet de souligner l'importance de l'alphabétisation pour les individus et les communautés. En Côte d'Ivoire, l'édition 2024 a été célébrée sous fond de promotion de la langue maternelle. Gouvernance territoriale, levier de résilience et de développement harmonieux des territoires. Voilà la thématique centrale de la 3e édition du Salon des collectivités territoriales qui s'est tenu les 5, 6 et 7 septembre. Un salon pour susciter le débat et la réflexion sur la gouvernance des territoires en Côte d'Ivoire. Selon l'initiatrice, il s'agit de manière générale de contribuer au renforcement de la politique de décentralisation et de l'efficacité du développement local pour la promotion d'une gouvernance plus inclusive et durable des territoires. L'objectif est-il atteint après 3 éditions? La question, on va la poser tout à l'heure dans le cadre du magazine du dimanche à la commissaire générale du Salon, Penda Dramera, qui a bien voulu dire oui à notre invitation. Bonjour Madame Dramera. Bonjour Monsieur Diaby. Alors après ce salon, le 3e donc, tout s'est passé comme vous le souhaitiez? Je le pense, on a quand même un bilan que j'estime être positif sur cette 3e édition. D'accord. Et ce bilan-là, vous allez nous le déballer tout à l'heure, dans 30 minutes. Avec plaisir. À tout à l'heure, Madame Dramera. Le vice-président de la République est à Beijing depuis quelques jours dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Et hier samedi à Beijing, justement, au lendemain de la clôture des travaux du sommet, le vice-président Thiemoko Meliakone a eu une série d'échanges avec le vice-président de Huawei et le président de Genertech International. Témoignage, Alexis Ouedraogo. L'entretien avec le patron du groupe Huawei a porté sur des perspectives d'investissement dans les domaines des infrastructures de télécommunications, de digitalisation et de l'intelligence artificielle pour accompagner l'ambitieux programme de développement de la Côte d'Ivoire. Cheng Lei s'est réjoui de la dynamique de développement de l'économie ivoirienne et a manifesté sa volonté de renforcer ce partenariat existant. À la fin de l'entretien, il a invité le vice-président de la République à effectuer une visite de l'exposition du savoir-faire de l'entreprise et des principaux projets menés en Côte d'Ivoire. La rencontre a été l'occasion de la remise solennelle au jeune Yacouba Diakité, sorti vainqueur de la compétition 2024 des génies TIC organisée par l'entreprise en Côte d'Ivoire, de recevoir le titre d'honneur d'ambassadeur de Huawei, ainsi qu'un billet d'avion en vue de sa participation à la phase finale de la compétition. Notons qu'après ces activités, le groupe a procédé avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger à la signature d'un accord de coopération relatif à la promotion de la formation des jeunes talents dans l'éthique et en matière de transition numérique. Le dernier entretien du vice-président de la République au cours de cette journée du 7 septembre a été accordé à une délégation du groupe chinois Genertech, conduite par son président. L'objectif principal de cette rencontre était de rassurer le vice-président des bonnes avancées des formalités préliminaires à la concrétisation du projet du port sec de Ferkessédougou. Nous avons fait une présentation générale sur les activités de notre groupe Genertech. C'est surtout le membre du groupe Complan et son activité en Côte d'Ivoire, surtout la réalisation du projet de port sec. Aussi, nous avons promis à monsieur le vice-président, nous allons faire tous nos efforts pour bien réaliser le projet de port sec, qui est très attendu par le peuple et le gouvernement ivoirien. Et deuxièmement, nous allons faire des efforts pour exploiter des activités de Genertech en Côte d'Ivoire, y compris le financement. Et avec l'audience de monsieur le vice-président, maintenant, nous avons pleine confiance sur la coopération entre Genertech et la Côte d'Ivoire.
Le vice-président s'est réjoui des avancées exposées par M. Kang. Il a exhorté à la mise en œuvre rapide de ce projet qui revêt une importance capitale pour l'économie ivoirienne. Merci à vous, Alexis Ouedraogo. On rentre à Abidjan. C'est un planting d'arbres dont les différentes variétés sont indispensables à la sauvegarde de la biosphère. Il a été fait, ce planting d'arbres, par l'ensemble des ministres présents en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. C'est un espace d'1 hectare qui a été choisi pour l'opération et le Premier ministre, Robert Mambé-Begré, conduisait le groupe. Compte rendu, Franck Quadio. Par ce geste, Robert Begré-Mambé exprime le soutien du gouvernement à la cause environnementale, car après plusieurs jours d'intenses travaux sur la réduction de la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse ouverts jeudi dernier, les ministres africains de l'environnement, au lendemain de la clôture, sont sur le terrain pour s'imprégner de la réalité. Direction cet espace justant le parc du Banco. Au bas de ces flancs de collines menacés par l'érosion, un manteau de verdure pourrait être une solution durable. Jacques Assaouré Kona, ministre de l'Environnement, soutenu par Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, dédie donc ce parc de 1 hectare au planting. La dégradation des terres affecte tous les pays d'Afrique. Une des solutions, c'est de reboiser. C'est de planter des arbres. Nous avons voulu, au terme de cette conférence, venir ici, dans ce cadre que nous avons baptisé le jardin de l'Amsen, venir faire un planting symbolique. Et le Premier ministre a bien voulu honorer de sa présence à cette occasion. Acte symbole, le planting d'un danima par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, un geste répété par toute la délégation ministérielle africaine. Chacun aura planté son arbre comme pour dire non à l'avancée du désert. Et je vous le disais au sommaire, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, après sa convention nationale, est plus que jamais engagée dans l'action solidaire. À Dabou, un appel de fonds a été lancé pour mobiliser environ 150 millions de francs CFA, montant nécessaire à l'achèvement de la construction du temple Bethesda, dont les travaux ont démarré il y a bientôt 30 ans. Les chrétiens de ce district mobilisés comme un seul homme avaient à leur côté le Premier ministre, Robert Mambé-Begré. On retrouve Franck Quadio. Le district de Dabou, mobilisé pour la construction du temple de Bethesda, 4000 places, dont la première pierre fut posée en 1996. L'appel de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est entendu par les fils et cadres de la région, au nombre desquels le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Mobiliser des fonds, mais surtout saluer la cohésion retrouvée au sein de la grande famille méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est donc une œuvre de tout le Léboutou. Cette réalité a été mise en veilleuse il y a 3 ans. L'esprit prophétique a réveillé l'esprit des bâtisseurs. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, par la voix de son premier responsable, le révérend Benjamin Boni, s'aligne sur la voie prônée par les Saintes Écritures, celle de l'évangélisation conditionnée par le respect des valeurs, de tolérance des autres et de solidarité. Nous sommes des témoins, les témoins du Dieu créateur. Avançons en plein eau. Avançons. Que rien ne nous éloigne du chemin du Seigneur. Que chacun, là où il est, dans l'Église, au sein de la nation, joue sa partition. Le message a valeur d'action pour le chef du gouvernement qui, à la réalité, entretient une histoire particulière avec la ville de Dabou, ville de son enfance. Robert Begré-Mambé a donc offert la somme de 15 millions de francs CFA. Construire un temple pour la gloire de Dieu, c'est un sacerdoce. Parce que finalement, toutes les richesses viennent de Dieu et ce que nous avons, si on peut aider, il faut aider dans la mesure de nos capacités. Et nous le faisons dans l'esprit de la Côte d'Ivoire solidaire, tel que le président nous l'a enseigné et nous l'enseigne tous les jours. Donc ça a été un grand plaisir pour nous, un moment de partage intense et nous repartons très heureux de l'avoir fait. Notons que pour l'achèvement du temple Bethesda de l'église méthodiste de Dabou, 150 millions de francs CFA sont à mobiliser.
Depuis 1967, les célébrations annuelles de la Journée internationale de l'alphabétisation ont lieu le 8 septembre dans le monde entier pour rappeler aux décideurs politiques, aux praticiens et au public l'importance critique de l'alphabétisation pour une société plus instruite, juste, pacifique et durable. Et cette année en Côte d'Ivoire, la célébration porte essentiellement sur la promotion de la langue maternelle. Fred Oulaye, Didier Nguessan, Michel Kwame. La célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation est le lieu pour le gouvernement de souligner les efforts réalisés afin de faire reculer l'analphabétisme au sein de la société ivoirienne. Facteur de dignité et de compréhension mutuelle, l'édition de ce 8 septembre s'articule autour de la promotion des valeurs linguistiques. Pour bénéficier pleinement du potentiel transformateur de l'alphabétisation, nous devons opter pour une approche multilingue et une éducation basée sur la langue maternelle. Avec l'alphabétisation, dans nos langues locales, les couches les plus défavorisées et vulnérables sont associées au processus de prise de décision dans la gestion de nos sociétés. Une telle approche peut aussi contribuer à promouvoir la compréhension et le respect mutuel, tout en renforçant les identités communautaires et les histoires collectives. Forger des identités communautaires, les histoires collectives, la campagne 2023-2024 a permis à la Côte d'Ivoire de se doter de centres d'alphabétisation et de renforcer les programmes de formation. Pour cette célébration, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, définit les objectifs. Pour cette campagne, nous envisageons la conduite d'une enquête spécifique sur l'analphabétisme et l'éducation non formelle en Côte d'Ivoire, la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation relatives à la prise en compte des langues nationales dans le système éducatif et les programmes d'alphabétisation, par l'élaboration de la politique linguistique éducative fondée sur le multilinguisme et la promotion de la diversité culturelle et des valeurs sociétales. Toute la reconnaissance de la communauté éducative à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour son soutien infaillible à toutes les initiatives permettant de faire reculer les frontières de l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter toute la communauté éducative, toute la population ivoirienne à se joindre à cet effort pour faire de l'éducation multilingue un pilier de la paix et du développement durable de notre pays. Faisant partie des droits humains fondamentaux et facteurs de développement social, le thème retenu pour cette journée internationale de l'alphabétisation est promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. Thème évocateur qui appelle à la valorisation des langues. Le reportage de Fred Oulaye est commenté plutôt par Walter Amadou Ouattara. La rentrée scolaire, c'est demain, lundi 9 septembre, partout sur le territoire ivoirien. Les vacances, c'est donc terminé et les élèves qui en ont profité jusqu'au dernier moment se bousculent à présent pour rentrer. Et conséquence, les gares sont bondées de monde et les départs ne se font forcément pas au rythme souhaité par les voyageurs, ce qui peut faire grincer des dents. Sarah Tiéméné et Walter Amadou Ouattara sont allés faire le constat à la gare routière d'Adjamé pour nous. À quelques jours de la rentrée des classes, les gares routières d'Adjamé grouillent de monde. Faire en moyenne au niveau d'Adjamé seulement 15 à 16 départs par jour. Et au niveau d'Abidjan, on peut faire 60 à 70 départs. Par rapport à la rentrée, ça a augmenté un peu. Des heures d'attente engendrent fatigue, bousculade et stress. De nombreux parents et apprenants s'apprêtent à entamer le voyage retour. Je suis là pour accompagner ma petite sœur pour Yamoussoukro. Nous, on est là depuis 8 heures. Le ticket, pour moi, c'était facile, mais c'est juste qu'on doit attendre plus de 3 heures de temps parce que le départ qu'on a pris, c'est le 7e départ. Nous sommes venus depuis 6 heures. C'est qu'à tous les coups, ils vont partir. Après plusieurs heures d'attente, c'est enfin le départ pour Akré Christelle, mère de 3 écoliers. Un soulagement visible sur leur visage. J'ai eu le ticket
Un peu difficilement à cause du monde au guichet. On a fini les vacances, nous rentrons. Les vacances se sont bien passées, je retourne à Divo. Ma tante est venue m'accompagner. Le 9 septembre 2024 étant déclaré jour de la rentrée scolaire sur l'étendue du territoire national, il ne reste plus que quelques heures aux parents d'élèves pour boucler les derniers préparatifs. Bonne reprise des cours donc demain 9 septembre à tous les élèves de Côte d'Ivoire. C'est parti pour la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Le lancement a été fait cette semaine à Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. La campagne a lieu dans l'ensemble des districts sanitaires à travers tout le pays et elle devra à terme permettre de vacciner plus de 8 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans. C'est le préfet de la région du Gontougo qui représentait le ministre de la Santé à ce lancement. Correspondance, Herman Yavia. 2 gouttes de vaccin dans la bouche de ce bébé pour le préserver de la poliomyélite. La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite vient ainsi d'être lancée officiellement par le préfet des régions du Gontougo, préfet du département de Bondoukou, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Du 6 au 9 septembre, les agents vaccinateurs vont sillonner hameaux, villes et villages des 113 districts sanitaires du pays pour administrer des doses de vaccins aux enfants de 0 à 5 ans. Je voudrais inviter l'ensemble de la population à participer massivement, à envoyer les enfants pour qu'ils soient vaccinés. Je dis à nos mamans de faire vacciner tous les enfants car la vaccination n'est pas payante, c'est gratuit. La représentante de l'UNICEF a encouragé la population, le personnel de santé et les médias à adhérer à la volonté nationale de voir disparaître cette maladie invalidante qui a ressurgi dans des régions en Afrique et la variante 2 depuis des années en Côte d'Ivoire. Ce passage du mois de septembre n'est donc pas de trop. En effet, les stratégies préconisées dans les procédures opérationnelles standardisées de riposte à un événement ou en flambée de poliomyélite, version 4 mars 2022, prévoit des campagnes de vaccination dans le but de renforcement de l'immunité de la population cible vis-à-vis de la poliomyélite. L'État de Côte d'Ivoire est déterminé à bouter hors de nos frontières cette maladie. C'est pourquoi à cette cérémonie, le préfet des régions du Gontougo a exhorté les populations à se mobiliser pour permettre de faire vacciner une cible nationale de 8 795 238 enfants, dont 88 562 enfants dans le district sanitaire de Bondoukou. Il n'existe pas de traitement pour guérir de cette maladie. Le moyen le plus sûr de l'éviter reste la vaccination. Vous allez entendre, oui, les oiseaux de mauvaise augure. Quand on fait la vaccination, on devient stérile. Quand on fait la vaccination, on ne fait pas d'enfants. C'est parce que les Blancs veulent réduire le nombre de la population en Afrique qu'on fait la vaccination. C'est faux. Au cours de cette cérémonie, un véhicule frigorifique et 22 motos ont été remis par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour la bonne exécution de cette campagne nationale. Et de Bondoukou, on met le cap sur Abidjan. Après un peu plus de 400 km de route, on arrive à Treichville, et dans le sud de la métropole. Les femmes de la commune Nzassa ont été célébrées cette semaine par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec la députée Ami Tungara et le maire François Abicha. Les femmes en général, et plus particulièrement les veuves, sont reparties les bras chargés de vivre et de non-vivre. Témoignage, Patricia Omoetia, Maxwell Lozo. Ces dons visent à témoigner la solidarité du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que de Ami Tungara, députée de la circonscription de Treichville, en faveur des femmes et des veuves de la commune. Elles ont exprimé leur reconnaissance. Celui qui ne reconnaît pas le bienfait d'autrui n'a pas de compassion envers Dieu. Ainsi, nous n'avons que les mots de bénédiction. Soyez bénis au nom de la joie que vous procurez dans nos cœurs. À travers cette initiative, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la mairie de Treichville veulent renouveler leur engagement à contribuer au bien-être des populations de la commune, en particulier aux veuves dans divers secteurs d'activité. Nous voulons vraiment que ça ait un impact sur leur vie quotidienne. On veut voir la faisabilité de ces projets. Parce que lorsque nous initions des projets, nous avons besoin d'un résultat.
un résultat concret qui nous montre vraiment que nos projets ont des portées au plan national et surtout sur la population cible, qui sont les femmes et les enfants. Il ne faut pas qu'elles prennent pour dire qu'elles vont prendre dépenser. Il faut qu'elles mettent l'argent de côté pour pouvoir faire d'autres activités. Et quand c'est comme ça encourage et les bailleurs de fonds et le ministre elle-même et surtout celle qui accompagnait, savoir que vraiment le travail était bien fait et que nous attendons d'autres dons. Des réfrigérateurs et des dons en numéraire pour booster les activités des veuves. La représentante de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a soutenu que ces efforts doivent se poursuivre pour garantir une égalité totale et une participation réelle des femmes au développement du pays. De Trècheville, allons-y à présent à Gourominankro. C'est un village paisible qui est à seulement 10 km de la capitale politique, Yamoussoukro. Alors, pourquoi je vous y amène? Eh bien, c'est pour vous faire découvrir ce qui fait sa particularité. Gourominankro est aujourd'hui un modèle de préservation culturelle et de développement communautaire. Vous allez le voir, les membres de la mutuelle ADG réussissent de belles choses dans leur village. Notre guide, c'est Godefroy Okambawa. Ces journées culturelles à Gourominankro, village situé sur l'axe Tumodi-Yamoussoukro, ont rassemblé les filles et fils de la localité autour de leurs racines et à travers des actions sociales. Sensibilisation sur les effets néfastes de la drogue, l'initiation d'une opération de don de sang pour sauver des vies et apporter un appui aux structures sanitaires. L'organisation de cérémonies dites d'animation de la cité, telles que les journées culturelles, fait partie intégrante des missions que s'est assignée notre mutuelle. C'est le lieu de rappeler le rôle essentiel de notre structure dans la marche de notre communauté vers le bien-être des populations. Pour ce qui concerne Gourominankro, les relations harmonieuses entre les responsables de l'ADG et la notabilité ont permis d'attirer un nombre appréciable de projets ou d'infrastructures. L'engagement de la mutuelle de développement de Gourominankro a également été l'occasion de récompenser les meilleurs élèves et acteurs de l'école afin de mieux préparer la prochaine rentrée scolaire. Ces festivités ont permis aux cadres du village de se retrouver et d'échanger sur les perspectives de développement futur de leur communauté. En bonne place, l'insertion socio-professionnelle des jeunes. La finale du tournoi de football a été l'occasion de renforcer les liens de fraternité et surtout de sceller l'unité déjà existante. L'équipe vainqueur est repartie avec un trophée, des maillots et du numéraire. Cette rencontre culturelle à Gourominankro est à sa 6e édition. Le REAC, c'est le réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre. Son président pour la région de la Nawa vient tout juste d'être installé. Il aura pour mission de mobiliser et rassembler surtout ces milliers de ressortissants du Grand Centre qui vivent dans cette zone de la Côte d'Ivoire. Didier Nguessan, de retour de Soubré. Julien Conan est investi président du réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre, REAC. Ses compétences couvrent la zone forestière, notamment la région de la Nawa. Son bureau, composé d'une quinzaine de membres, est mis en mission en vue de développer des projets communautaires pour le bien-être des membres du REAC. J'irai dans les amours et censurer mes parents baoulés, de s'adhérer afin de résoudre. Et c'est l'union qui fait la force. Nous sommes là pour le bien-être de la population. Et notre objectif, c'est d'encadrer, appeler le peuple baoulé à être ensemble. Et cohésion sociale et la force. Le président national du réseau, Michel Kofi, a invité les populations de Méagui, Yabayo, Buyo, Grands Atris, Soubré et de l'ensemble de la région à soutenir le président régional pour la réussite de sa mission. Il lui a donné 2 semaines pour recenser les besoins des populations qui sont pour la plupart des producteurs de cacao. Nous saurons porter à nos aînés, avec à leur tête le président Oussou, les attentes qui sont relatives au renouvellement des vergers, les plantations de café, les plantations de cacao. Nos parents lancent un cri de cœur au gouvernement pour que le gouvernement les aide à renouveler ces vergers pour accroître la productivité de ces plantations. Nous avons les jeunes qui aujourd'hui sont sortis du système éducatif, qui demandent qu'on porte leurs préoccupations vers le ministère de l'Emploi jeune,
vers le ministère de l'Agriculture, vers le ministère des Ressources halieutiques, pour qu'ils puissent bénéficier des projets et des programmes qui sont développés par le gouvernement. La région de l'Anawa compte, selon le REAC, plus de 10 000 campements baoulés. C'est un vivier de mobilisation pour la mise en œuvre de nombreux projets. Soti Bamba est le 4e chef du canton Kawa, sous-préfecture de Kounan, département de Touba. Nous sommes dans la région du Bafing. Son intronisation a été faite cette semaine en présence des chefs traditionnels et de plusieurs hautes personnalités de la région. Le chef entend construire tout au long de son mandat l'harmonie et le vivre ensemble dans la région. Christ Ephraim Diomondé, Didier Nguessan. Un jour nouveau s'élève à Kounan, localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Touba, région du Bafing. Sa Majesté Soti Bamba est intronisée dans la pure tradition Maouka et devient le 4e chef du canton Kawa, qui se compose de 28 villages. Cette intronisation a battu le record de mobilisation marqué par des danses du terroir Maouka. Ici, le mode de désignation du chef de canton est mis en lumière. Le cantonat est centré sur une famille qu'on appelle la famille Sotila. Venant à cette famille, de nous proposer une personne ressource. Une personne ressource qui va représenter le canton. Et le choix s'est porté sur M. Bamba Soti, qui aujourd'hui a été intronisé chef canton de Kawa. Pour le parrain de la cérémonie, Mori Bamba, cet événement vient consolider l'unité du peuple dans la région du Bafing. C'est l'amorce d'une cohésion, c'est le début de l'unité, de l'union des fils et cadres de la région. Pour nous, c'est notre manière d'accompagner nos autorités dans le respect des lois, des textes. Parce que la juridiction commence d'abord par nos parents, chefs de village et chefs de canton. Soti Bamba entend faire de son règne le creuset de la fraternité entre les populations. C'est un reportage de notre correspondant dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Christ Ephraim Diomondé, et son travail a été commenté par Didier Nguessan. Au revoir ma femme. Les mots ne sont pas de moi, c'est le titre d'une œuvre, un roman écrit par Bertrand Yaoré, un ancien chargé de mission au ministère des Affaires étrangères. Dans ce dernier ouvrage qu'il publie, l'auteur évoque l'histoire d'un couple fou amoureux dont l'amour est malheureusement mis à l'épreuve par une tragédie. Je ne vais pas vous en dire plus, l'ouvrage est disponible, il a été officiellement présenté au public et Patricia Omoetia était sur place pour nous. Édité par GNK Impression, ce roman de 127 pages se distingue par sa sincérité et la profondeur des réflexions partagées par l'auteur. Bertrand Yaoré y rend hommage à son épouse, décédée de manière tragique alors qu'ils préparaient leur mariage. Cet événement a profondément marqué l'écrivain, influençant sa manière d'écrire et faisant de « Au revoir, ma femme » une œuvre à la fois personnelle et universelle. J'étais à la frontière de plusieurs sentiments. Il y avait des douleurs, des regrets. Il y avait vraiment toute une panoplie de choses. Mais je retiens une chose, c'est que cette œuvre a été écrite au moment même que j'avais pris conscience. Et j'invite vraiment tout le monde à honorer surtout nos femmes, parce que personne ne peut remplacer une femme aux côtés d'un homme. Dans l'œuvre « Au revoir, ma femme », Bertrand Yaoré aborde avec délicatesse les thèmes de l'amour, de la résilience face à la perte et de l'importance des souvenirs. Ce roman n'est pas simplement une histoire d'amour, c'est une véritable ode à la vie, aux souvenirs et à la capacité humaine de surmonter les épreuves. Et je vous souhaite à tous de vivre un amour aussi beau que celui de Alcide et Ashley, les acteurs principaux, et surtout que cet amour puisse transcender toutes les difficultés.
Un mot de sport dans ce journal. Dans le cadre des préparatifs de la Maramonde 2024, le président de la Fédération internationale de Maracana Association a rencontré ce vendredi le président du COCAN, le comité d'organisation de la CAN 2023. À 18 jours donc du coup d'envoi de la Coupe du Monde de Maracana, le président de la FIMA sollicite l'appui du COCAN dans le cadre de l'organisation de cette grand-messe du football mondial. Ngamble Konaté, Arsène Kwasi. Les questions d'organisation étaient au cœur de cette réunion d'information et d'échange entre le président de la Fédération internationale de Maracana Association Bleuch-Allemagne et François-Albert Amichia, président du COCAN. Faisant l'état des lieux des préparatifs de la Maramonde 2024, le président de la FIMA, entouré de ses plus proches collaborateurs, a fait une présentation précise permettant d'apprécier l'évolution des préparatifs avant de solliciter l'appui du COCAN dans l'organisation de la Coupe du Monde de Maracana. Je suis venu m'abreuver à l'expérience colossale, inestimable de mon aîné, le ministre François-Albert Amichia. Nous sommes dans ses pas. Nous sommes venus bénéficier de ses conseils, mais surtout de son implication dans cette organisation qui ne peut aller loin sans son expertise, sans l'expertise de ses équipes, sans ses conseils avisés. Des échanges d'une trentaine de minutes au cours desquels François-Albert Amichia a salué les avancées des préparatifs avant de réitérer la volonté et l'engagement du COCAN à accompagner la FIMA. Le ministre délégué auprès de Monsieur le Premier ministre en charge des sports et du cadre de vie, qui est le tuteur de cette compétition, nous en a déjà parlé. Et donc, c'est ensemble que les 3 semaines qui nous restent seront mises à profit afin que la Côte d'Ivoire soit fière de l'organisation de cette Coupe du Monde, mais que surtout les Ivoiriens qui se sont appropriés véritablement la 34e édition de la CAN s'approprient également cette première édition de la Coupe du Monde de Maracana qui est organisée sur le territoire ivoirien. Avant de prendre congé de son hôte, François-Albert Amichia a remercié chaleureusement Bleuch-Allemagne et sa délégation qui entameront dès le mardi 10 septembre une tournée dans les villes de Yamoussoukro, Bouaké et Korougou. L'actualité internationale, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi soir en Israël, notamment à Tel Aviv et Jérusalem, pour réclamer un accord de cessez-le-feu avec le Hamas qui permettrait la libération des otages. À Tel Aviv, ils étaient 500 000 sur la rue Begin face au quartier général de l'armée, selon les organisateurs. Les manifestants, dont certains ex-otages et des familles de ceux toujours captifs, ont scandé des slogans anti-gouvernementaux. Le mouvement de contestation a repris de l'ampleur depuis la semaine dernière et la découverte dans un tunnel de Rafah, dans la bande de Gaza, des cadavres de 6 otages israéliens tués par leurs geôliers. Et voilà qui nous emmène à notre magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoint en plateau. Merci Madame Dramera, Penda Dramera. On va tout de suite suivre un petit élément en vidéo pour situer le contexte et ensuite on revient dans quelques petits instants. Voir les potentialités économiques, culturelles et sociales de près d'une centaine de communes en un même endroit a été possible cette semaine à Abidjan. La 3e édition du Salon des collectivités territoriales a offert l'opportunité aux maires de présenter les atouts de leur zone de compétence. Tenu au parc d'exposition d'Abidjan, l'événement a également permis aux élus locaux de partager leurs préoccupations. Les visiteurs se disent émerveillés par la diversité et la richesse des services et produits présentés dans les stands. Cette 3e édition bénéficie du soutien institutionnel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le Sénat de Côte d'Ivoire, le PNUD, la RDCI, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, le VICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire soutiennent cette initiative qui vise à donner de la visibilité aux collectivités territoriales. Merci Walter Amadou Ouattara et Richard Vao. Madame Dramera, Penda Dramera, vous êtes spécialiste des collectivités locales, vous avez étudié cela. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis d'abord chef d'entreprise. Je suis administratrice générale d'une agence conseil en communication et événementiel. Donc, j'ai décidé... Donc, rien à voir avec les... Je suis passionnée de développement local, dira-t-on.
D'accord. Donc le développement local est lié aux collectivités territoriales. Donc c'est le lien que je peux faire entre mon travail et les collectivités territoriales. Mais je suis passionnée de développement local à la base. Et le salon des collectivités locales, qu'est-ce que c'est? Alors c'est la seule plateforme pour l'instant qui réunit l'État central, les collectivités territoriales, les entreprises du secteur privé et public autour de sujets liés à la décentralisation, au développement local et à l'aménagement du territoire. Alors, comment un chef d'entreprise se retrouve à organiser un tel salon? Elle n'a aucun lien avec les maires, elle n'est pas élue locale, rien du tout. C'est juste la passion, là, dont vous avez parlé, qui vous anime? J'estime que chaque citoyen peut apporter sa contribution au développement national. Je me suis tout simplement appuyée sur mes compétences professionnelles et ma passion pour pouvoir initier le Salon des collectivités territoriales qui est à sa 3e édition. J'aimerais vraiment, si vous me le permettez, remercier toutes les hautes autorités nationales, dont le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, le président de la RDCI, le docteur Eugène Akaolé, et le ministre des Transports, Amadou Koné, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans la bonne organisation de cette activité. Et ce salon est-il né parce que vous avez senti que quelque chose manquait dans ce secteur-là? Il y avait vraiment un manque criard. Et aujourd'hui, la décentralisation n'étant pas totalement effective, on va dire, en Côte d'Ivoire, il y a une disparité au niveau du développement régional. Les régions du Sud et de l'Ouest concentrent les 2/3 des populations ivoiriennes, donc des richesses. Il faut pouvoir penser à désengorger ces zones. Mais pour ce faire, les communes et les régions des autres territoires doivent se vendre comme des entreprises. Et pour ce faire, il faut qu'elles puissent se rendre attractives pour accueillir des investisseurs, mais aussi des populations en quête de territoire qui pourraient les accueillir. Un petit rappel, rappelez-nous cela. Quel est le rôle d'un élu local, Madame Dramera? Il y a 16 compétences qui ont été transférées par l'État de Côte d'Ivoire aux collectivités territoriales, dont l'aménagement du territoire, l'éducation, la gestion de l'hydraulique. Ça fait beaucoup de compétences que je ne pourrais pas malheureusement citer et qui se retrouvent en porte-à-faux avec la gestion de certains ministères. Donc le Salon des collectivités territoriales, comme je l'ai dit tantôt, met sur la même plateforme de discussion et d'échange les collectivités et l'État central, afin que ces ministères et les collectivités, petit à petit, la décentralisation est un long processus, petit à petit, puissent, avec le plan national de développement, se coordonner pour qu'il y ait une réelle cohésion sur le développement des collectivités territoriales, mais aussi que les compétences puissent être transférées au fur et à mesure avec les ressources humaines, mais aussi les ressources financières qui vont avec. Et pour vous, le développement du pays passe forcément par le développement de nos villes, de nos départements? Tous les pays développés que j'ai vus dans le monde ont un développement local qui est fort. Je prends l'exemple, par exemple, de la France. Vous avez des villes secondaires. Je vais citer la ville de Bordeaux, qui est internationalement reconnue aujourd'hui pour sa culture du vin. Quand on parle d'une ville, par exemple, comme une petite ville de Touba, qui a réussi avec ses traditions, on va dire, religieuses, à être connue internationalement, avec le Magdal qui accueille des millions, on va dire, de pèlerins qui viennent sur leur territoire chaque année et qui créent de l'emploi, qui créent des richesses. Pour moi, à l'avenir, chaque territoire, chaque région de Côte d'Ivoire devra se créer une identité. On a le potentiel, on a tout ce qu'il faut pour que chaque territoire bénéficie d'une identité afin de pouvoir créer des emplois, des richesses, mais surtout désengorger Abidjan, parce que Abidjan, de plus en plus, commence à être invivable. Et c'est à cela que va servir votre salon? C'est exactement ça, c'est notre objectif premier, de pouvoir rendre attractifs les villes de l'intérieur. Mais pour ce faire, il faut les accompagner à ce qu'elles aient un marketing territorial, à ce qu'elles aient des informations par rapport aux lois, aux législations, mais surtout aux programmes de développement de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une harmonie dans la gestion de toutes nos collectivités. Et vous pensez être sur la bonne voie? Je le pense. On a commencé la première édition très timidement, avec pas beaucoup d'investissement des collectivités. On avait à peine 10 stands. Aujourd'hui, on en a eu 80, dont plus de 60 étaient des collectivités territoriales et des entreprises qui ont vraiment appuyé et accompagné les collectivités. Donc je pense qu'il y a une réelle compréhension de l'objectif de ce salon. Alors, ils étaient 10 au départ, 80 aujourd'hui. Est-ce que quand ils arrivent, ils viennent avec dans leur sac des projets, des plans stratégiques, par exemple, de développement de leur commune? Pas tous, mais j'ai été vraiment
agréablement surpris sur cette 3e édition de l'ingéniosité dont ils ont fait preuve en vendant leur territoire, en montrant leur culture, en montrant leur tradition. J'ai vu sur le stand, par exemple, du Conseil régional du Bélier, de la semoule de maïs que je ne connaissais pas, qui peut substituer la semoule de mil dans le déguet, mais qui peut être même mangée avec de la sauce graine. J'ai vu des belles prestations artistiques de troupes. Par exemple, on connaît le Goli, mais il y a de petites régions qui ont une, on va dire, diversité culturelle qui nous a vraiment épatés. J'ai vu aussi des projets très innovants. La petite commune de Ouélé qui lutte contre l'orpaillage clandestin, qui est venue avec un projet en collaboration avec des anciens mêmes orpailleurs qui ont décidé de reboiser une zone qui était clandestinement utilisée. Donc c'est vraiment beaucoup d'ingéniosité, beaucoup d'implication que j'ai vu de la part des collectivités ivoiriennes. Et vous pensez que tout ça, ça suffit à faire développer leur commune? Ça viendra au fur et à mesure. Il y avait déjà une implication, une adhésion des élus locaux dont on avait besoin. Ils sont totalement imprégnés parce que l'organisation s'est faite de bout en bout avec des maires et des présidents de conseils régionaux qui se sont impliqués dans les comités d'organisation, mais aussi dans les comités scientifiques. Donc aujourd'hui, je pense que le message est passé. Au fur et à mesure, on avancera à des plans stratégiques. Les panels et autres formations que vous faisiez, est-ce que vous leur apprenez à faire des plans, à réaliser des plans stratégiques pour leur ville? Il y avait des partenaires, effectivement, sur le salon, tels que le PNUD, qui leur a permis vraiment de découvrir des nouveaux mécanismes de financement, mais aussi comment avoir des plans structurants de développement sur leurs différents territoires. On avait des entreprises du secteur privé, telles que l'Ordre des géomètres. On avait aussi l'ANAGED, qui est l'entreprise nationale de gestion des déchets, qui les a vraiment accompagnés à vraiment, sur les 16 compétences qui leur ont été transmises, à avoir de l'avance sur la gestion de ce qui leur revient comme gestion de leur territoire. Alors, si je vous demandais, quel est le bilan de cette 3e édition? Vous nous diriez quoi? Je l'ai dit d'emblée qu'il était positif. J'ai jamais reçu personne qui est venu dire que le bilan de son activité n'était pas positif. Est-ce que on le dit comme ça? Alors, pourquoi vous pensez qu'il est positif? Monsieur Diaby, je vous ai dit tout à l'heure qu'à la première édition en 2019, on avait 10 stands. Aujourd'hui, on est 80. On a 80. On a eu par jour 1500 visiteurs, alors qu'on n'avait même pas 500 visiteurs sur la première édition. Donc, pour moi, c'est une réussite. Bien sûr. Et puis, la ville à l'honneur, c'était Boaké. La commune de Boaké, tout à fait. C'est bien malin, hein? Le président de l'UVIC aussi, c'est le maire de Boaké. Et je pense... Ça n'a absolument rien à voir. Les discussions ont été entamées bien avant son élection. On parlait tout à l'heure d'Abidjan qui était complètement saturé et les villes secondaires qui peuvent accueillir vraiment le désengorgement d'Abidjan avec des investissements. La première ville qui se positionne en ville secondaire est Boaké, raison pour laquelle cette ville a été mise à l'honneur pour qu'elle puisse nous dévoiler son potentiel et accueillir les investisseurs et les partenaires qu'on avait sur le salon. C'est quoi le contenu de ce salon? Qu'est-ce qui a meublé le salon? Alors, le salon est composé de panels, d'expositions, d'ateliers, mais aussi on avait une zone artisanale pour vraiment mettre en avant les artisans des différents territoires. On avait aussi une zone culturelle pour recevoir des troupes artistiques, mais on a voulu mettre en avant nos us et coutumes. Donc, on a eu des contes pour la tradition orale, on a eu des danses. J'ai été vraiment émerveillée par la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'était assez émouvant pour moi. D'accord. Et qui vient au salon? Qui est invité? Le grand public, non, hein, je crois. Si, le grand public a sa part à jouer, mais c'est d'abord un événement qui est B2G, entendez par là Business to Government. Donc le salon accueille l'État central, les collectivités territoriales. Donc entendez, tout à l'heure, j'ai entendu dans le reportage, c'est pas uniquement des mairies, mais aussi des conseils régionaux et des districts autonomes qu'on accueille sur le salon des collectivités territoriales et des entreprises du secteur public. Donc je parle par exemple de ceux qui s'occupent de la gestion des déchets, de l'hydraulique, de la gestion de l'énergie, donc ça peut être l'électricité, etc. Donc c'est ces entités-là qui se regroupent pour pouvoir parler de développement et aménagement du territoire. Mais le grand public a aussi sa part à jouer. On parle de participation citoyenne.
Est-ce que, par exemple, le grand public sait que pendant chaque conseil municipal de leur collectivité, ils peuvent y assister et apporter leur contribution? Ils peuvent venir sur le salon des collectivités. Est-ce que ce n'est pas aux maires, aux élus là, de les en informer? Oui, mais toute communication est bonne à prendre. Donc, toute plateforme aujourd'hui est bonne pour vulgariser S'ils ne le savent pas, c'est peut-être parce que les maires ne le leur disent pas. Nous, on essaie, s'ils ne le font pas, aussi de transmettre l'information. Peut-être que les maires eux-mêmes ne le savent pas. Il y en a qui ne savent peut-être pas. Peut-être. Écoutez, on n'a pas forcément tous les élus locaux qui ont été formés à occuper ces différents postes. Donc, je le disais et vous l'avez redit, que sur le salon des collectivités territoriales, on a aussi de la formation, du renforcement de capacité. C'est cette plateforme qui nous permet aujourd'hui d'accompagner intégralement, entièrement les collectivités et les populations. Et ce salon, Madame Dramera, qu'est-ce qu'il va apporter? Quelles peuvent être les retombées concrètes d'un tel salon pour les élus locaux, pour les communes, les régions et les districts autonomes? Donc, j'ai parlé de désengorgement de la ville d'Abidjan. J'ai parlé de développement local, donc que chaque entité, chaque collectivité puisse avoir une identité pour créer des richesses, des emplois sur leur territoire. Et attirer du monde. Attirer. Moi, je ne suis pas citadine de préférence. J'aimerais aller vivre à l'intérieur. J'aimerais, quand je pars vivre à l'intérieur, avoir toutes les commodités que j'ai dans la ville d'Abidjan à l'intérieur du pays. Mais pour ce faire, il faut que la ville puisse se vendre, comme je vous disais, pour pouvoir accueillir n'importe quoi, une piscine municipale, un cinéma. Il faut créer des emplois avec peut-être l'industrialisation. C'est ce à quoi on aspire sur l'organisation de ce salon des collectivités territoriales. Et on va terminer. Des innovations, il y en a eu cette année. Et puis, est-ce que vous en prévoyez pour les prochaines éditions? La toute prochaine, c'est quand déjà? C'est dans 2 ans. Donc, c'est un salon qui est biannuel. On va d'abord faire le bilan de cette 3e édition, parce que le salon a fermé ses portes qu'hier soir. On fera un bilan avant de consulter les élus locaux sur leurs problématiques réelles et leurs attentes pour la 2e édition, pour la 4e édition. La 4e édition. Merci donc. Merci à vous. Merci pour cette lucarne. Madame Penda Dramera, merci beaucoup, commissaire générale de la 3e édition du Salon des collectivités territoriales, dont vous êtes venu nous faire le bilan. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Bon retour chez vous. Merci. Et vive l'édition 2025. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de votre confiance. On se retrouve demain lundi, demain soir pour le 20h.